Nous sommes lundi et nous sommes très heureux d'être dans votre compagnie. Merci de nous regarder sur Live TV. Bienvenue dans le Grand Talk pour ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, eh bien merci d'être fidèles au rendez-vous de la télé sans filtre. Ce soir, sur le Grand Talk, nous avons Sa Majesté Daouda Coulibaly. Voilà. Ah, vous insistez aujourd'hui sur le Coulibaly? Oui, j'insiste sur le Coulibaly. Très bien. C'est le nom que mon père m'a donné. Très bien, très Voilà, bien. c'est important. Nous avons Élisée Bolougbe. Élisée Bolougbe, aujourd'hui, j'ai rencontré une de vos connaissances de fac, université. D'accord. Voilà, qui m'a dit de vous transmettre son bonsoir. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. voilà. Tu me donneras le nom en aparté après Très bien, et probablement le contact. très bien. Parce que j'ai fait tout ça. Je pense que c'est le minimum quand même. Je pense. Alors, bonjour Monsieur Anno, ben dites bonjour à Élisée. Alors, donnez-moi votre nom, votre numéro. Il va me le demander sur le plateau. Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Bien, votre week-end? Reposant, franchement, je suis resté chez moi tranquillement. C'est rare ça. Pourquoi Oh oui, ça pourquoi change. j'y crois pas? Vous savez, on prend de l'âge, donc C'est vrai, c'est le cas de... faut savoir se Prendre de poser. l'âge même est surpris. Dieu, c'est principe. Bonsoir Alain, comment ça va? Bonsoir, ça va. Ça va Alain, ça va. Bien votre week-end aussi? Studieux, reposant. Reposant, à la maison. Oui, toujours. Très bien. Ouais. Non mais reposant, c'est pas systématiquement à la maison. Hein. Oui, c'est vrai. Moi par exemple, je me reposais, mais pas à la maison. J'étais à Bassam. Je passais le week-end à Bassam. D'accord. Mais c'est bien ça. C'est bien. Ça dure certainement en tout cas des week-ends agréables. Oui, oui, très agréable. Très, très agréable, je peux vous le dire. Bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien et vous-même? Ai-je le droit de dire que vous êtes parmi les plus studieuses de ce plateau? Oui, Sur ce vous plateau, avez le vous droit êtes... de Oui, dire. quand même, parce que Alain Toussaint, notre contremaître maison, avait noté que, J'ai par tout exemple, noté. tout noté. Alain, pour Pascal, c'était les lundis En rouge. en rouge. Et noir. Voilà, et ça a été respecté, franchement. Donc, nos applaudissements vous accompagnent, Pascal. C'est surtout Influence by Sam qu'il faut remercier. Ah, d'accord, influence by Sam, mais merci beaucoup. C'est une amie qui a très bon goût et qui est une très grande styliste. Très bien, très très bien. Merci beaucoup, Influence by Sam. Grâce à vous, eh ben, elle a tenu parole. Oui. Et on espère que ça va continuer comme ça tous les jours. Contrairement à d'autres. hein. Très J'avais bien. pas pris de C'est mesures vous qui ici avez en tout pris cas. les notes, hein. C'était quoi? Daouda, il doit être J'avais rien pris. en pyjama. Non, c'était pas ça. Non, pas du Alain, tout. ça, je suis sûr et certain que sur le match que ton stylo a un problème. Je suis le seul sur ce plateau à avoir dit je viendrai comme je suis, simplement. C'est vrai, je m'en Très bien. souviens. C'est vrai, il a dit ça. Très bien. Tu viendras comme tu es, comme Amina Oui, Saputa. je viens comme je suis. C'est le styliste qui t'a donné? Je comprends pas. Par contre, quel problème? Edith avait un engagement, mais comme elle est absente, Très bien. on remet ça la prochaine Voilà, fois. c'est ça. Sur les tissus locaux. Voilà. Tissus Il faut que tu changes. Je crois qu'elle a cherché les tissus. Pourquoi pas vous régler vos histoires tout. Kevin et Daouda. faut que tu Franchement. Mais je pense que avant, je pensais vraiment que Kevin était dans la provocation. Mais j'ai bien compris ce soir que Kevin était plus subtil que Daouda. Parce qu'il le fait subtilement. Et Daouda, il a dit il est parti. Et Daouda est resté là. Non, mais quand même, faut que tu lui parles. Très bien, je vais lui parler. Kevin, Faut que tu lui parles. Kevin, on se parle en fin Il dit qu'il d'émission. a pris de l'âge, il a grandi, Kevin, on se mais parle en fin malheureusement, d'émission. Ça marche, Brice. il est encore bébé dans la tête. Ça va, Daouda, on lui a parlé. Si vous voulez lui parler vous-même, vous lui parlez. Bon, la Jessica qu'on accueille comme tous les lundis, s'il vous plaît. Merci. Jessica, pour son point, nous parlera ce soir d'hommes et d'autres choses. Bonsoir Jessica, comment allez-vous? Je vais super bien. On vous permet et de vous installer. Ça va très très bien. Oui, Votre ça va. week-end? Tranquille, reposant. à la maison. rarement. Oui, Très bien, c'est le mot d'ordre. On va juste passer le mot sur le on plateau. peut dire ça comme ça. Très bien. Alors, avec vous, on évoque ce soir... Oui, 3 points. 3 points. Comme on le sait à l'accoutumée dans cette humeur, c'est 3 points d'actualité qu'on passe vite fait, bien fait. Je démarre tout de suite avec le top 1. On part à Yopougon, un ressortissant suisse qui participait à une randonnée à la forêt du Bonco est introuvable depuis le samedi 3 décembre. L'alerte a été donnée par ses proches qui font savoir que le ressortissant participait à une marche à la forêt du Bonco. Il aurait confié son téléphone portable à une participante avant d'être perdu de vue. Des
Des recherches ont été initiées depuis le dimanche 4 décembre. Jusque-là, il n'y a pas eu de suite. En attendant, on reste très optimiste. Ça, c'était le top 1. En tout cas, On tout le monde se démarre. mobilise hein, pour Oui. retrouver donc, cette personne disparue. Ouais. Et on nous signale même l'implication désormais du BIMA, je pense, aux dernières nouvelles. C'est bien cela. Et on continue avec le top 2. Dr Mabri Abdallah-Touakeuse, élu par les observateurs des médias meilleur homme politique de l'année 2022 en Côte d'Ivoire, lors de la 2e édition de la cérémonie de distinction de l'Ivoirien nouveau à Yamoussoukro, en reconnaissance à son engagement et son parcours politique. Félicitations. 3e et dernier. Non, mais félicitations. Fois, oui. On va vous la dire félicitations au docteur. Oui, juste ça, on va s'arrêter là. Je vais donc entamer le 3e et dernier point. De mon humeur, plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies mercredi dernier par la marine française dans le golfe de la Guinée d'une valeur d'environ 150 millions d'euros. Selon les estimations, l'opération a été menée en mer par un hélicoptère sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République de Brest. Les produits saisis ont été détruits à bord du Tonnerre avant le retour du bâtiment à son port basé à Toulon. Et c'est là que je marque un point final à mon humeur. J'ai bien raison, hein, on ne sait jamais, hein, Oui. parce qu'il pourrait En revenir. attendant, et vous la Brice, si tu me détruire. permets, Je t'en prie. je veux marquer un grand clin d'œil à M. Alain Toussaint. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a un ami qui s'appelle Idriss Dembélé qui m'a dit « Dis-lui que je l'adore, j'aime son sens de la repartie et surtout son charisme sur le plateau. » Merci. Donc, je ne suis qu'un bouc émissaire ce soir. Alors, Merci. et je suis bien d'accord avec lui, bien sûr. Je suis bien d'accord avec lui. Merci. Là, c'est pour de bon, je m'en vais. Bonne émission et puis à vendredi. Merci Jessica, merci beaucoup. Bon, ben les amis, je crois que nous, on compte pour du beurre. Pas de charisme, il n'y a pas de quoi que ce soit. On rentre chez nous. On rentre chez nous. Alain, vous laisse vous tout seul. Non, restez les amis. Bon. Mais si c'est vous bien aimez- vrai. Mais c'est vrai en plus, on vous aime beaucoup. Alain. Bon, ma grande révision, eh bien, on va évoquer la question. Avant la grande révision, Daouda, je vais revenir, vous, hein, sur votre semaine. Les indiscrétions, vous aurez aperçu à un dîner gala, vous en parliez, mais il n'y a pas eu de détails. C'était le dîner gala des Effectivement, Awards. j'étais le vendredi 1er, j'étais à un dîner gala à l'hôtel du Golfe. C'était les awards qui clôturaient la journée de la fonction nationale de la fonction publique qui célèbre en fait les fonctionnaires. Et donc, en gros, ces journées de la fonction publique ont pour objectif de promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État. Et ça a été clôturé par les awards de la fonction publique qui devaient primer les DRH et les DR de la fonction publique. Parce que qu'on le veuille ou non, ce sont les fonctionnaires qui font qu'aujourd'hui, notre administration, que ce soit au niveau public ou privé, est fluidifiée en fait. Donc à ce niveau, il y avait 3 prix, pour ne pas dire 6 prix, 3 prix par catégorie. Pour les DRH, c'est Mme Douyou, née Bobo Larissa, qui est partie avec le premier prix de la meilleure DRH. Et comment s'est fait la sélection? Ce sont leurs collaborateurs qui ont noté de façon anonyme tous les DRH. Et après, ils ont fait le dépouillement. C'est elle qui a le meilleur management, qui a le meilleur leadership au niveau des fonctionnaires. Et au niveau des DR, ça a été fait avec le préfet et la fonction publique. Et le meilleur DR, c'était le DR du Gontougo. Quand je dis DR, je parle de directeur régional de la fonction publique. Il était important de dire que ces awards-là, c'est l'innovation majeure de cette année, en fait, au niveau des journées nationales de la fonction publique. Et à ce propos, elle a invité tous les fonctionnaires qui, aujourd'hui, n'ont pas été primés à se remettre au travail pour pouvoir glaner ces prix-là. Et juste un truc que je voulais juste préciser, la ministre de la fonction publique a aussi donné une annonce qui est très importante. D'habitude, pour faire les concours de la fonction publique, il fallait produire les mêmes documents à tout moment qu'il fallait payer. Désormais, ce n'est plus nécessaire de payer parce qu'il y a une plateforme. Dès l'instant que tu as présenté un concours, chaque fois que tu viens présenter le concours, on prend l'ancien dossier qu'on remet au goût du jour. Et donc, c'était pour cela que je voulais juste lui dire merci et merci aux félicitations à ceux qui ont gagné ces prix-là et bonne chance à ceux qui n'ont pas pu gagner. En gros, mon dîner gala était très bien, j'ai bien mangé, c'était très super. Je dirais que je n'étais pas invité, mais la prochaine fois, tu seras invité. Donc, en gros, voilà, Brice. C'était très super. Juste que tu n'as pas précisé la DRH qui a remporté le prix, elle est issue de quel ministère? Elle est issue du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement. Donc, c'est le ministère du ministre Bruno Koné. Le deuxième, c'est le ministre de la Protection sociale, Adama Kamara, M. Adama Kamara, que nous avons reçu ici. Et le troisième, c'est le DRH du ministère de la Fonction publique lui-même. Voilà. Tout ça
une question. Daouda, vous étiez quelque part où j'ai eu droit à tout ça. Ouais. Ben voilà, c'est pas mal, je l'ai bien cherché. Merci Daouda. Mais c'est bien de donner toutes ces infos. Bon les amis, on fait un petit point Qatar, hein, un petit tour. Avec l'élimination du Sénégal, c'était triste. Ouais. Le Sénégal a été battu par l'Angleterre. Élysée, 3-0. Oula. Déculotté. Un vrai cataclysme. Ouais. Ben, il faut dire que le score reflète effectivement la physionomie du match. On a vu, il y a une équipe sans vie du Sénégal, malheureusement, qui portait les espoirs des Africains. C'était l'une des chances les plus probables pour le continent africain, mais force est de constater malheureusement que le Sénégal n'a pas pu faire le poids devant les Three Lions d'Angleterre qui ont, je dirais, quasiment laminé l'équipe du capitaine Khalidou Koulibaly sur le score de 3-0. Ce qui a été dommage dans ce match, c'est vrai que la défaite fait partie du football, mais c'est la manière dont on est battu. Quand on sent qu'il n'y a pas d'âme, on n'a pas senti la haine qui caractérise habituellement les Lions. On ne l'a vraiment pas senti hier sur le terrain. C'était un match en sens unique. Les Three Lions se sont baladés vraiment devant nos Lions de la Teranga. C'est dommage. C'est vrai que, comme je le dis, le football est fait de victoires, de nuls et de défaites. Donc la défaite fait partie du foot. Mais on aurait souhaité une défaite vraiment avec une haine derrière. Avec la manière, en fait. Voilà, mais ça, ce qu'on a vu hier, c'était un spectacle insipide, une équipe inexistante du Sénégal. Et je crois qu'il faut très vite oublier cette parenthèse-là et se remotiver parce que des joutes encore sont à venir. On a la qualification pour la CAN qui démarre bientôt. On va démarrer même qui vont se poursuivre. Je pense qu'il faut rapidement que le Sénégal se remobilise pour nous reproduire notre football. Non, mais tu sais que nous, on joue la CAN. À moins qu'ils jouent comme ça contre la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi tu as complété. Tu peux demander aux Sénégalais justement de se remettre d'aplomb pour jouer la CAN alors que la Côte d'Ivoire ne participe pas à la CAN. Après, il faudrait qu'ils gardent le même niveau de jeu pour la CAN. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais je mène des enquêtes depuis un moment sur Élysée Bouloubeu. Je ne sais pas, il a un attachement particulier. Donc, ce mec, depuis qu'il est allé au Sénégal, j'ai l'impression qu'on lui a servi quelque chose au Sénégal. Voilà, parce que chaque fois, il va nous sortir des trucs on sait du jamais. Sénégal. Ne soyez pas étonnés de voir un jour Élysée Bouloubeu en train de porter le maillot du Sénégal. Sait-on jamais, on ne sait jamais. Au passage, je ne sais pas. J'ai 2 maillots camerounais. Oui, et on évolue sur le sujet. Le Cameroun a battu le Brésil quand même. Mais bon, même s'il a été éliminé, bravo. Bon, une équipe totalement remaniée, pour parler comme certains sur le plateau. Mais le Brésil, l'équipe du Brésil était remaniée. Voilà. Ça reste le Brésil quand même. Mais c'est une équipe remaniée. Je ne comprends pas. On a une victoire et tout ce qu'on en tire, c'est que c'était une équipe remaniée. Oui, très remaniée en fait. Une équipe du Brésil, franchement, très remaniée. C'était bien l'équipe du Brésil qui jouait. Oui, n'empêche que même si... a gagné. Oui, mais bon, bravo, les Neymar et autres... J'ai une question qui va peut-être résoudre le problème. Kevin, il avait parié. Non, non, je n'ai pas parié, moi. Non, moi, franchement, je suis désolé de le dire, hein, mais moi, je ne vais pas applaudir les Camerounais parce franchement, que les Camerounais nous ont ostensiblement étriés parce qu'on n'a pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas justement... Question. Les Camerounais, ça doit être 2 ou 3 personnes. Non, c'est de bonne guerre. Non, je le dis gentiment. Hein, je suis sûre que, mais j'applaudis pas. Je suis sûre que c'est de bonne guerre entre les deux peuples de se titiller comme ça. Mais moi, je suis contente qu'ils aient eu assez de hargne. Franchement, mais Pascal, est-ce que tu es au courant qu'ils ne sont pas qualifiés Oui, en fait, je sais qu'ils pour parler comme Brice. Non, mais je salue l'exploit et je sais très bien qu'il ne reste plus que le Maroc. En fait, pour parler comme Brice sur ce plateau, il ne s'agit pas de venir à 6 h du matin pour être en retard au moment du devoir. Tu as gagné, tu es éliminé, bye bye. Ciao, bella ciao. C'est l'ambassadeur Galawal qui écrivait un courrier sur sa page où il demandait aux Brésiliens de se laisser battre. Parce que si jamais il se faisait battre et éliminer, il y a un pays en Afrique de l'Ouest qui allait beaucoup se moquer. Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut saluer quand même cet exploit que le Cameroun a réalisé. Parce que bien sûr. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est la toute première fois qu'un pays africain bat le Cameroun. Dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le Brésil, pardon. Qu'un pays africain bat le Brésil, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est un exploit qui a été réalisé. Maintenant, je pense que les Camerounais comprendront que le plus important n'est pas juste de déployer tout l'armada au dernier match, mais chaque match est une réalité et qu'il faut la prendre avec la meilleure des manières. Il faut aller avec Agne.
Ils payent cash, hein, je dirais leur jeu insipide, leur manque de motivation sur les premiers matchs. Ils l'ont payé cash au dernier. Le dernier, ils ont gagné, mais ça comptait que pour du beurre, malheureusement. Ouais, c'est clair. Bon, les Français, OK. Avec la manière. Voilà. Kylian Mbappé. L'Argentine avec un Messi en confiance. Top. Très en confiance. Et puis demain, donc, on a le Maroc qui sera face à l'Espagne, le dernier représentant africain à ce mondial. Donc, bon, après, Juste pour les Français, ça a été un carton d'audience sur TF1. 14 millions de téléspectateurs avec un pic à 17 millions en fin de match, soit 69% de part de marché. C'était ma micro-chronique média. Voilà. on l'a constaté. Tu te sens. Quand on parle de la France comme ça, tu te sens plus. Non, j'adore les audiences, vraiment. C'est un truc que Non, j'aime. mais en plus des audiences, hein, je pense que la France mérite vraiment cette audience parce que là, elle nous produit un football. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, la France, plus que jamais, c'est vrai qu'avant d'entamer le mondial, elle faisait partie des favoris, mais aujourd'hui, elle s'est confortablement installée dans le fauteuil de favoris. Ça, on ne peut vraiment pas en discuter, quoi. Et je dis bravo. Et surtout, je suis impressionné par cette capacité-là, par cette force-là qu'a ce jeune homme, Kylian Mbappé, qui à son jeune âge déjà trône sur le toit du monde. Bravo. Bravo, Il est le Kylian. meilleur buteur actuellement de la Coupe du Monde. Hein. Il a 9 buts en Coupe du Monde. Pour 7 matchs joués, c'est extraordinaire. Et c'est Olivier Giroud qui a marqué, qui est le plus grand marqueur De l'équipe de France en ce avec moment 52 même. buts. Ouais. Dévançant du coup Thierry Henry qui a 51. Exactement. Question, on n'est pas parti, mais nous, on dit tout ça. Il n'y a pas besoin d'être au Qatar. C'est tout le monde est ici. On gère. Prochainement, on sera là-bas. Voilà, et puis il y a le message, hein, je vais terminer cette page Qatar par le message de Sadio Mané à ses coéquipiers. Chers frères, vous êtes tombés les armes à la main. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume au cœur des Sénégalais et de tous les supporters en défendant dignement le drapeau national, a écrit donc le deuxième du dernier Ballon d'Or sur les réseaux sociaux. Bon, après, on disait Sadio Mané n'était pas, ils ont gagné, Sadio Mané aussi n'est pas, ils n'ont pas gagné. Bon, voilà. Donc, même si Sadio Mané était là, franchement, On ne sait jamais. cette équipe de On sait l'Angleterre jamais. était vraiment déterminée à gagner. Oui, j'ai lu sur les pages des réseaux sociaux quelqu'un qui écrivait « S'il vous plaît, les Anglais, ce ne sont pas les Sénégalais qui ont tué la reine d'Angleterre. » Vous avez l'impression que les Anglais ont Oui, mais c'est vrai parce que Non, ils en hier, voulaient, ils avaient de la hargne. franchement, ils sont dominés dans tous les compartiments. C'était un vrai récital. C'est quoi quoi. le surnom Les Three Lions. Ah, donc c'était une guerre de lions. Voilà, c'est une guerre de Lions. Ouais, ils ont vu des Ah, il y lions. avait un lion africain et 3 lions de l'autre côté. Résultat des Bon, on courses, comprend. ils ont marqué 3-0. 3 buts, voilà, c'est tout. Bon, ils rentrent au pays, les Sénégalais, mais bon, on est fiers de leur participation. Ils se préparent, dit-on, pour la CAN. Que nous accueillons chez nous. D'ailleurs, petit point sur l'avancée des travaux. Quand il a commencé à pleuvoir en décembre, je me suis dit, bon, c'était un argument qu'on avait évoqué pour amener la CAN à janvier, pour dire en janvier, il ne pleut pas. Il pleut quand même en décembre. J'espère qu'il ne pleuvra pas en janvier pour qu'on ait encore des raisons C'est pas violent comme à C'est pas comme l'autre là-bas. Oui, Très bien, ok, pas violent. ça marche. Les éléphants se préparent bien, dit-on aussi. On poursuit les amis avec notre info du jour. Bon, le mois de décembre, on se rapproche des fêtes de fin d'année et malheureusement, depuis quelques années, un phénomène est devenu récurrent, quoique des efforts pour endiguer ce phénomène soient consentis, eh bien, c'est le phénomène des congés anticipés. Eh bien, la police nationale s'y met. Non aux congés anticipés, pouvait-on lire sur la page de la police nationale, Daouda. Oui. Une page que vous visitez régulièrement. Non, que je visite régulièrement, mais au-delà de ça, avant même qu'on en arrive même à la police nationale, je pense que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en fait, a commencé cette sensibilisation-là. Et j'estime pour ma part que c'est une très bonne initiative. Il ne s'agit pas pour moi d'être devant les conséquences. Il faut déjà en amont chercher à sensibiliser, à faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas nécessaire d'aller en congé avant la date. Oui. Et Là, j'espère que- en l'occurrence, notre angle, c'était l'intervention de la police. Oui, mais la police, en fait, puisque c'est elle qui réprime. Aujourd'hui, la répression, ce n'est pas seulement, c'est pas ça qui est la solution. Il faut aussi, la sensibilisation en amont peut être une solution. Et ça, c'est une très bonne initiative qu'aujourd'hui, la police s'y mêle. Et franchement, bravo au DGPN de la police. Oui, moi je trouve ça très bien justement que la police s'immisce dans des questions d'éducation nationale. Oui, ça prouve qu'en termes de... En tout cas, ça prouve que le terme gardien de la paix
qu'on les assigne est vraiment pas utopique et que même ils garantissent la paix dans les établissements. Et quand les jeunes comme ça s'enlisent dans des congés anticipés émaillés de violence ou même de grève, ce sont les policiers qui sont déployés sur le terrain pour désamorcer la bombe. Donc c'est totalement légitime et normal qu'ils en parlent avec un communiqué, certes, que j'ai trouvé un peu péremptoire, mais préventif tout de même. Mais au-delà de tout, pour enchérir sur ce qu'il dit, pour moi aujourd'hui, la police même doit aller même dans les écoles pour faire des mini-conférences. Ça fait rapprocher la police de la population. Oui, qu'on appelle la police aussi de proximité. Ce serait pas mal aussi. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi je pense ça? Oui. Je veux dire, au-delà des réseaux sociaux, c'est vrai, on en parle, mais faire des conférences, c'est rapprocher des populations, leur donner, faire des petits meetings, ce serait pas mal. Alors moi, j'ai vu cette campagne de la police. Bon, je me suis interrogé. Que fait le ministère de l'Éducation nationale? Non, ils l'ont fait. C'est eux qui ont commencé. Ils ont commencé? Oui. Alors donc, ils n'ont pas eu de visibilité parce que moi, je n'ai vu aucune annonce du ministère. Maintenant que la police, effectivement, sur son rôle de maintenir la paix, mais normalement, c'est quand même le champ d'un ministère bien particulier. Donc, moi, j'ai vu les affiches sur leur page Facebook, ils ont fait des communiqués. Oui, je l'ai vu sur leur page Facebook. C'est là-bas que ça a commencé, la police s'y est mise en fait. Oui, mais même pas que depuis cette année, depuis l'année dernière. C'est bien ça, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas resté muet. Sur la question de la police, parce que c'est l'angle que nous on a pris, puisqu'on a pris le visuel de la police pour entamer le sujet, je suis pour que la police reste à l'extérieur de l'école, quoi qu'il en soit, sauf cas de force majeure. Ceci étant dit, il rappelle aux élèves leurs devoirs, ce n'est pas mauvais, mais par exemple, ce matin, au lycée Sainte-Marie, il y avait la ministre de l'Éducation nationale qui a rappelé aux élèves que ce n'était pas encore les congés, ça fait partie des actions que mène le ministère. À ses côtés, il y avait le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique et de l'insertion professionnelle. Le ministre lui-même était à Koumassi pour rappeler aux élèves qu'ils étaient vigilants sur la question de partir en congé quand c'est le moment. Sinon, il y a Bembresso. Élisée? Oui, bien moi je pense que la police fait ce qu'elle a fait. C'est son rôle aussi d'interpeller, de prévenir, éventuellement qu'elle agirait en cas de désordre. C'est très bien déjà pour la police. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Juste, ça veut dire la police joue son rôle, le ministère de l'Éducation fait la sensibilisation. Maintenant, il revient aussi aux parents de ne pas rester les bras croisés, de commencer déjà aussi à parler à leurs enfants, de commencer à interpeller leurs enfants, à éduquer les enfants sur la nécessité de ne pas s'adonner à ces actes de violence, de se laisser entraîner aussi dans ça. Donc ça doit être une action concertée, une action combinée, une action collégiale. Il faut que toutes les couches sociales s'y investissent, à commencer même aussi par le personnel même éducatif aussi, qui doit aussi jouer son rôle. Donc il faut que chacun à son niveau joue son rôle. C'est ainsi et c'est comme ça qu'on pourra éventuellement mettre fin à ce phénomène des congés anticipés. Très bien, je n'ai pas le temps qu'on les geste, mais Alain, mais je vais jouer la schéma Rayana. C'est ça. Oui, j'ai dit non. Oh, oui, c'est ça, ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Mais est-ce que vous parlez des congés anticipés? On a déjà parlé sur ce plateau à plusieurs reprises de ce phénomène. Est-ce que les causes ont été traitées? Les causes, je pense qu'en appelant à la responsabilité des parents... Oui, non, mais je parlais de... Pourquoi les enfants veulent-ils des congés anticipés? Parce que moi, je me pose la question depuis 2 éditions que nous parlons de cela. C'est quoi la raison? Mais ça, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Et pour moi, il y a même... ben si, il doit bien avoir une raison. Non, mais justement, souvent, il y a ce qu'on appelle un no-sens. C'est totalement insensé pour moi parce que je veux dire, quand des élèves commencent comme ça à instaurer un foutoir juste pour aller en congé beaucoup plus tôt que la date prévue, c'est quoi l'intérêt? Il y a des signes précurseurs. Il y a des signes précurseurs. Et Élisée en a parlé. Il a dit l'action concertée des parents. Donc, les parents doivent vérifier que leurs enfants finissent bien les cours en temps et en heure. Les responsables éducatifs doivent aussi être présents parce que quand il reste 2-3 jours, une semaine, le professeur peut venir en retard ou commence à ne pas venir, ou il y a certaines matières qui sautent comme par hasard. Il faut reconnaître que parfois, le système éducatif lui-même donnait l'impression qu'on pouvait se laisser aller les derniers jours d'école. Donc, les élèves ont dû faire plus qu'on en attendait, c'est-à-dire si le professeur ne vient plus à 2-3 jours de la fin des cours, et que l'éducateur n'est pas là le matin. Donc, il y a eu des signes avant-coureurs, mais la responsabilité mais l'année dernière, on avait parlé des d'autres parents choses. est engagée. On parlait notamment du rythme scolaire. Voilà, parce que moi, je continue à estimer que les emplois du temps des enfants sont
chargé, voire même surchargé. Non, mais alors, Donc, est-ce il que, faut- il faut par exemple, peut-être, vous avez évoqué... alléger la barque, oui, Oui. et je pense qu'on n'a pas encore les conclusions Mais- des mais- États généraux de l'éducation. Il serait peut-être temps qu'on les publie pour que Vous nous avez- puissions être édifiés. La raison, Vous vous avez avez vu- par les vous Mais avez élèves. vu ce qu'on les peut en- imaginer, c'est que pour la question des congés anticipés, il y a plusieurs causes. Et encore que la résolution de cette question-là pourrait prendre du temps. Mais déjà, on voit que même la police a décidé donc, de s'engager De s'y un peu mettre. plus, Oui, de s'y c'est mettre bien, plus c'est sérieusement. bien de Donc, je traiter crois le que problème, De oui. traiter le problème. Mais Mais la je cause suis- même qui est donnée par les élèves, quand tu leur demandes généralement, ils disent qu'ils vont en vacances le 23. Oui. Voilà. Le 23 Ils décembre. disent. Oui, mais ils vont en vas-y. vacances vraiment le Enfin, 23 la date décembre. qui est fixée, c'est ça, le 23. C'est le 23 décembre, oui. C'est ça. Et le lendemain, c'est 24. Oui. Donc, c'est la Noël. Ils estiment pour eux, dans leur entendement, que Ils n'ont pas le la temps. période est très courte. Parce qu'ils ont quoi à faire en fait? Je veux dire, bon. Non, on non, vous je dit- ne fais pas je un dis débat. que- Je ne- je dis pas que tu je le fais sais juste, faire, je donne mais- juste l'information, en Oui, fait, c'est je tout. sais, mais Bon, je mais veux dire, tu l'as quand on dit. vous dit que la date butoir pour aller en congé de Noël, c'est le 23 et que vous vous faites des mains et des pieds pour y aller le 15, est-ce que parce que vous êtes allé en congé le 15, vous fêtez Noël jusqu'en avril? Donc, non, du donc coup- je ne comprends pas en fait. Donc, du J'ai coup- été à l'école, moi je partais en congé le 23 comme tout le monde. On Voilà. est d'accord. Ce que j'essayais de te dire, c'est que quand ils vont en congé le 23, pour certains, ils vont en famille, ils doivent rejoindre leur famille, soit, comment on appelle ça, dans leur village et autres. Donc, c'est la raison fondamentale du Oui, mais c'est pourquoi le calendrier. Voilà. Non, mais je En fait, pense c'est- qu'il ne faut pas c'est- être trop ce serait rigide. du Il faut coup- que le c'est- ministère de c'est- l'Éducation c'est- nationale voilà. puisse accorder Mais- une mais- journée de carence entre le 23, le lendemain c'est le 24. Vous convenez avec moi, c'est vrai, ça Mais fait un Noël peu même juste. c'est le 25. Non, mais. Non, Oui, mais il faut non, faire les là, c'est courses. le- Non, mais Kevin, en Non, même temps, faut les quand vous comprendre. dites ça, je pense que pour aller quand à même- l'intérieur, c'est Mais très ce nous, n'est on pas avait, eux de décider. Élisée, Alain, on me dirait, bon, enfin, je parle aussi de ma génération. Je ne parle pas de Kevin parce que lui, il a évoqué sa question. Mais on avait quand même 3-4 jours quand même. C'est vrai. Avant quoi? Ouais. Avant- Non, pas 3-4 jours, peut-être 2 jours. Les congés de Noël, c'était que 2 jours. Le congé de Non, Noël, je suis pas sûr. non. les congés de Noël, c'était généralement entre le 21 et le 23. Voilà. Entre le 21 et le 23, la plupart du temps, les Et congés on de rentrait Noël. le 2, le 3. Oui, on rentrait le 2 ou le 3. Non, on était C'est quasiment dans sauf la si même ça fourchette. tombait dimanche. On rentrait justement autour du 2, 3, la plupart du temps. Donc les congés de Noël prenaient en compte, C'est la même chose. les congés de la Saint-Sylvestre aussi. Oui, Ça dit bien oui. sûr, Oui, bien oui, sûr. bien On sûr. finissait, et puis on revenait soit D'accord. le 2. Il est arrivé même des mois, on a dû rentrer le 2. Ouais. Le 2 ou le 3, c'était justement dans cette fourchette-là. Mais on C'est partait entre le 21 et le 23. Donc, c'était dans la même période, Surtout en fait. si le 2 c'est un lundi, ils avaient du mal à mettre la rentrée au 7 par exemple, donc on rentrait le lundi 2. Le lundi C'était 2. quand ça tombait. Mais Élisée, je ne sais pas, on en parle comme ça, mais est-ce que drastiquement on n'a pas senti une forme de, après Brimbressaut, est-ce qu'au niveau des congés anticipés, le phénomène n'a quand même pas été réduit depuis? Oui, il faut Moi, dire je que quand même, hein, comparé à la fièvre qui s'était emparée un peu des élèves l'année établissements. dernière, cette année, on sent un peu quand même plus d'apaisement. Je crois que Bembresso, la oui. parenthèse, voilà, Bembresso, les actions civiques qui ont été, sensibilisation. de sensibilisation, mais les actions civiques aussi qui ont été posées pendant après les congés de Noël l'année c'est la dernière, jeunesse. certainement sont en train de porter leurs fruits. Mais tout ça, en fait, c'est ça. En réalité, quand vous regardez de près, c'est les phénomènes de groupe. C'est ce que je dis très souvent. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux mineurs qui viennent là et qui embarquent tout le monde. Et puis, quand on est gérant dans l'euphorie des groupes, on se laisse aller. C'est pourquoi il est important, comme je le dis, que les professeurs, que les enseignants, moi je pense que l'une des manières de résoudre ça, c'est que les enseignants restent en poste jusqu'à la fin. Parce que quand on commence même en tant qu'enseignant à se donner un peu de repos, de répit, parce qu'on est en train d'aller vers les congés, mais c'est normal qu'on trouve des classes sans enseignants, ça ouvre déjà la brèche à toute forme de laxisme, de laisser aller. Donc il faut qu'on maintienne les postes jusqu'à ce qu'on arrive au 23. Déjà que les enseignants soient là. Comme je l'ai dit, deuxièmement, que les parents aussi, qui eux ont leurs enfants dans ces établissements et qui ont pour ambition de voir leurs enfants terminer le programme de l'année et effectivement affronter les examens, puissent à leur niveau à la maison commencer à sensibiliser ces enfants-là et si possible même les accompagner à l'école et venir les chercher. C'est important aussi. Et troisièmement, comme je le dis, il faut que les pouvoirs publics puissent mettre en œuvre un système de dissuasion. C'est-à-dire quand on est là, on veut faire des choses et qu'on voit souvent passer, nous on était au lycée, hein, quand souvent vous voulez lancer les bangers pour les congés anticipés un peu, mais ça c'était anticipé sur 2-3 Kevin, je vous jours rappelle, avant. Banger, c'est les pétards. Voilà, les pétards, voilà. Mais je C'est ce qu'on- connais. Non, la dénomination a changé. Non, je pense qu'il a dû certainement dire Mais il y a Banger plein de gens qui par disent rapport à nos Banger, téléspectateurs. C'est pas tout le monde certainement qui sait ce que c'est que Banger. Banger, c'est des pétards. Voilà, donc quand on voit souvent des véhicules de police, ou même quand on voit une petite patrouille de police, ça nous dissuadait dans nos actions. Donc je pense que c'est tout ça là qui doit être mis ensemble pour qu'on ne se retrouve plus dans ce phénomène de congé anticipé. Pour te donner un peu le professeur, c'est qu'il y en a qui sont vraiment à leur poste, mais qui
sont délogés justement par vos fameux bangers. Donc je crois que c'est tout le monde. Aussi. C'est un appel à la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Bon, les amis, beaucoup plus triste, hein, dans un autre domaine, c'est à Boaké, précisément dans le village de Pocancro, eh bien que malheureusement on a noté par exemple le vendredi 2, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 décembre dernier, la disparition donc d'au moins 5 enfants, des enfants qui ont trouvé la mort donc à la suite, dit-on, d'un malaise. Eh bien, 15 autres sont hospitalisés. C'est assez troublant quand même comme situation. Effectivement, c'est assez troublant puisque l'information émane de notre confrère de Soir Info qui donne le témoignage d'un parent de victimes là-bas. D'après ce que le témoignage dit, les enfants auraient été vaccinés, je ne sais pas de quoi, mais après la vaccination... C'est de la vitamine A. Voilà. Après cette vaccination, il se trouve que beaucoup d'enfants sont subitement, on commence à tomber malades. 5 sont décédés, 15 sont malades et il y en a même qui sont dans un état critique en ce moment. Bon. Par ailleurs, le ministère de la Santé, je pense bien qu'ils ont été contactés. Ils ont dit qu'ils ont dépêché une délégation pour aller voir. Ils ne peuvent pas affirmer que c'est la cause, c'est le vaccin. Donc, ils ont fait des prélèvements sur les enfants pour étudier, pour voir si véritablement c'est le vaccin qui est à la base de ce malaise-là, en fait. Donc, je pense que c'est une situation dramatique. Mais il y a alors deux choses. Donc, la première, il y a le constat. Le constat, c'est que donc, dans la nuit, enfin déjà le vendredi, dans la journée, des enfants du village donc, ont reçu les doses de vaccin. Pas tous. Il y en a même, puisque je rattrape en disant que parmi les enfants qui seraient décédés, ou en tout cas qui sont décédés, eh bien, certains d'entre eux n'auraient pas reçu la dose de vaccin. Selon le ministère de la Santé. Et même selon le témoignage d'un témoin qu'on a joint donc, au téléphone au niveau du village. Donc pour dire que tout de suite, histoire de... c'est le président des jeunes du village précisément que nous avons reçu, M. Paul Kwasi, qui nous a dit qui venait rattraper donc le témoignage du ministère également. Donc tout concorde pour dire qu'il y aurait parmi les enfants décédés certains qui n'auraient pas reçu la dose du vaccin. Donc finalement, c'est pas... que la question du vaccin, voilà, donc l'enquête nous donnera plus de détails, mais en tout cas le fait assez troublant dans un village comme ça. 5 enfants perdent la vie, 15 sont hospitalisés, dont un dans un état critique. On lui souhaitera donc prendre précaution à lui et aux autres. Est-ce que le procureur de Boaké a demandé une autopsie peut-être? Oui, mais je crois que qu'on soit situé, c'est quand même surtout étrange. que la délégation, on n'a pas de prélèvement. Je crois que c'est... Le ministère de la Santé même a envoyé des gens pour faire des prélèvements déjà, pour savoir de quoi est-ce que les enfants souffrent et de quoi ils sont morts. Mais il faut une autopsie. Ouais. Je pense que sûrement... Je pense que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on devrait avoir donc un communiqué officiel du ministère de la Santé qui certainement est en train d'étudier donc les analyses, les prélèvements donc, qui ont été faits en tout cas aux familles des enfants décédés. Donc on dira notre traditionnel Yako, notre condoléances. Et puis pour les familles donc, dont les enfants sont encore en hospitalisation, on souhaitera prendre rétablissement. Et surtout vigilance aux autres enfants. Voilà, dans le Cancro, c'est dans la zone de Boaké. Voilà. Alors les amis, je vais vous évoquer un fait, donc celui de l'autre fait du jour, c'est Simone Eivek-Gbagbo, Madame Simone Eivek-Gbagbo, eh bien donc qui demande la prolongation de la révision de la liste électorale. Elle demande la prolongation de la révision de la liste électorale et elle également dénonce un phénomène de transhumance, Daouda. Oui, effectivement, elle a fait une sortie dernièrement où elle a attiré l'attention des mouvements suspects de transhumance dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on se rappelle tous du cas de Tia Salé. Par ailleurs, elle a demandé la prolongation de la durée de cette première révision de la liste électorale. Et elle a demandé aussi à la CEI de régler les problèmes de transhumance. Je pense qu'il y a la semaine dernière, face au cas qui s'est passé à Tia Salé, la CEI a fait une sortie pour énumérer tout cela en 5 ou 6 points concernant cette situation. Bon, je pense que Mme Simone Eivek-Gbagbo a fait sa sortie. Bon, j'espère qu'elle sera entendue par la CEI. Sa phrase forte est « Je demande à la CEI de régler le problème de la transhumance ». Bon,
Le député Saleh Timoko, bon, déjà avait. Élisée, vous souhaitiez en parler, c'est cela? Oui, moi, je rebondis sur la phrase de Mme Simone Gbagbo quand elle dit qu'elle demande à la CEI de régler le problème de la transhumance. Moi, je pense que pas qu'à la CEI, mais elle doit lancer cet appel à tous les acteurs politiques. Parce que c'est eux les premiers responsables de la transhumance. Ce n'est pas la CEI. La CEI, elle gère tout ce qui est élection, c'est vrai qu'elle a en charge la responsabilité de l'organisation des élections, mais ceux qui convoient, ceux qui font toutes ces démarches pour convoyer des électeurs d'une ville à une autre, ce n'est pas la CEI qui l'a fait, c'est les hommes politiques. Donc cet appel aussi doit être lancé aux hommes politiques. Il faut qu'elles disent aux hommes politiques d'être beaucoup plus responsables dans leurs actions et dans leurs actes. C'est important aussi. Non, je le dis, ça dit que c'est ce qui est juste pour moi. C'est ce qui est vraiment juste pour moi. La CEI établit les règles qui ont été cautionnées par le gouvernement. Maintenant, celui qui est en charge de faire respecter l'application des règles, ce n'est pas la CEI, c'est le gouvernement. C'est l'État du Côte d'Ivoire. Permettez-moi de poser une question à l'ensemble du plateau. Je pense que comme moi, certains Ivoiriens se posent la question. Et comme vous êtes des gens très intelligents, vous pourrez nous avoir peut-être des éléments de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, si un homme politique convoie 300 personnes, des jeunes, des nouveaux majeurs, donc d'une localité à une autre, est-ce que cet homme politique-là est dans une forme d'illégalité pour cette action? Ouais. Moi, je pense qu'il peut tomber sous le coup de la loi parce que c'est quand même une forme d'interférence au processus. Ce n'est pas aux partis politiques d'organiser même leurs électeurs pour leur demander d'aller se faire enrôler. Toute la communication autour de l'enrôlement devrait relever seulement de la CEI et du gouvernement. Il n'appartient pas aux partis politiques. Donc déjà, je pense qu'il y a un détournement quand même de l'objet à des fins politiques, d'autant que dans le discours qu'ils tiennent, nous demandons à nos militants de se faire enrôler. Ce ne sont pas vos militants, ce sont d'abord des citoyens. Ils deviennent vos militants le jour du vote ou bien pendant la campagne électorale. Donc là, il y a une confusion. Mais cette confusion, elle est entretenue par la loi proposée par la CEI parce que quand on dit, par exemple, que les nouveaux majeurs n'ont pas besoin de justifier de leur résidence pour s'inscrire, je pense que volontairement, on met en place une disposition qui fausse les règles du jeu. On est dans une forme de démocratie informelle où chacun fait ce qu'il veut. On convoie qui on veut, d'un bout à l'autre du pays. Et puis, bien entendu, on met en place, comme on dit, tous les germes qui vont conduire à la violence électorale, même préélectorale et post-électorale, l'année prochaine. Donc, c'est un vrai problème. Et l'interpellation de Mme Gbagbo ne s'adresse pas, effectivement, Élisée l'a dit, seulement à la CEI, mais je pense à l'ensemble des responsables politiques. D'accord. Tenez-vous en dehors du processus d'enrôlement, laissez l'État mener sa communication, ne demandez pas à vos supporters d'aller louer des cars pour se faire enrôler ici et là, ce n'est pas du tout normal. Ce sont des interférences qui sont punies par la loi. Est-ce que mes souvenirs sont bons? Parce que tout à l'heure, vous évoquiez le fait que les partis politiques demandent à leurs militants. Moi, justement, il y a eu des moments, je pense, sur ce plateau, où on avait signalé le fait qu'on avait demandé aux partis politiques d'aller au niveau de leur base et même au domicile de leurs militants pour leur demander d'aller se faire enrôler. Oui, non, mais je pense que là où la démarche est détournée à d'autres. En fait, le problème, c'est que là où je serais nuancé concernant les propos de Alain, c'est que j'estime que les partis politiques ont le droit ou même le devoir de dire à leurs militants allez vous faire enrôler, mais ils ne doivent pas s'y mixer. Demandez aux Ivoiriens d'aller ils ont des militants, qu'on le veuille ou non. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le PPA a essayé à donner ce nombre de militants, 331 000. Ils ont le droit de dire à leurs 331 000 membres allez vous faire enrôler parce que les échéances arrivent. Ils ont le droit. Très bien, Daouda. Non, moi je vais juste rappeler à l'attention. Non, lui c'est Élisée. Élisée. Non, c'est Daouda qui parlait tout à l'heure. Merci Daouda. Élisée qui fait partie des militants. Peut-être que la proximité de Daouda finit par. Par déteindre sur toi. Ah ben non, je déteste sur toi. Non, je déteste sur toi plutôt. Voilà. Donc je suis en train de dire qu'il est important peut-être qu'on rappelle à nos téléspectateurs et à l'ensemble des Ivoiriens que c'est bien de se laisser appâter par des hommes politiques pour pouvoir être transporté d'une zone à une autre. Mais ceci est puni par la loi. Aussi bien celui qui quitte sa localité pour aller se faire enrôler ailleurs est passible de poursuites judiciaires. Et la peine encourue, pas de 2 mois à 1 an de prison. Non, c'est-à-dire même s'il est nouveau majeur. Quel que soit, j'ai écouté il y a 2 jours, je crois, oui, avant-hier, le président de la CEI qui faisait une visite des centres d'enrôlement et qui est revenu là-dessus. Tous ceux à qui on s'en va proposer de partir se faire enrôler dans les zones là, vous exposez à des peines d'emprisonnement qui partent de 2 mois à 1 an d'emprisonnement et même à passible même d'amende qui va jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc ne pensez pas qu'on vient juste vous soulever
pour aller vous enrôler, puis c'est fini. Mais l'acte que vous êtes en train de poser là, ça peut vous envoyer en prison. Ça aussi, il est important qu'on le dise aux Ivoiriens. Pour ne pas que demain, quand on dit, ah, on t'a vu quitter chez toi à Bobo, pour aller te faire enrôler à Thias, c'est un exemple que je donne, hein. Je ne me tiens pas forcément au factuel, mais que ça t'envoie en prison, il ne faut pas que les gens soient surpris en fait. Il est aussi important qu'on revienne dessus. Sur la prolongation, je pense que Simone Gbagbo a entièrement raison. Je pense que 2 semaines comme ça, pour demander aux gens de s'enrôler, il faut même un mois et demi. Non, mais les élections précédentes qui sont passées, il y a eu prolongation de cette même date, mais le chiffre n'a pas changé. Hein, mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Là, ça n'a pas changé. On n'est pas loin d'une élection. Donc je veux dire, il ne faut pas préjuger en fait. Bon, en tout cas, voilà. vous êtes beaucoup plus factuel sur la question. Non, mais ce qu'Alain dit tient la route en ce sens que, logiquement, selon la loi, la révision de la liste électorale est annuelle. Dès l'instant que ça n'a pas été fait, on convient que le temps de sensibilisation, le temps d'appel doit quand même être plus long que 2 semaines. Parce que annuellement, si on le faisait... Mais ce que tu as dit également est factuel, c'est que dans une expérience précédente, le temps a été plus long, mais ça n'a pas joué sur les résultats. Ça n'a pas joué sur le nombre de personnes. C'est là où moi ça n'a pas grandement, parce que c'est quand même joué un peu. C'est là où moi je rejoins Daouda. Je veux dire, la CPI, qui est la commission électorale... La CEI, hein. La CEI. Commission électorale indépendante. Oh, c'est beau. La CEI, qui est la commission électorale indépendante, si dans sa grande indépendance pense qu'elle est capable de boucler la révision de la liste électorale au 10 décembre, bah, laissons-la faire. Nous avons reçu sur ce plateau le président de la CEI qui nous a dit qu'il pense pouvoir le faire au 10 décembre. Depuis sa déclaration, on n'a pas eu vent d'un contretemps ou d'une difficulté susceptible de ralentir ou en tout cas de prolonger justement la date. Donc ce n'est pas à 5 jours de la fin du processus que Mme Gbagbo va justement mettre une certaine pression. Mais comme tous les Ivoiriens, non, c'est pas forcément, elle est en droit aussi de demander. Mais moi je suis en droit aussi de dire de laisser la CPI faire son travail. La CEI, mais j'ai quoi avec la CPI Je vais plus loin, mais moi je vais dire sûrement, Mme Gbagbo, qu'on le veuille ou non, c'est une femme politique, forcément. Un homme politique, il faut qu'on entende parler. Oui, voilà. Justement, c'est de lui. Juste pour faire du bruit, ne ramenez pas ça. Je n'ai pas ramené ça à ça. J'ai dit, elle a donné ses raisons, c'est bien, tout et tout. Non, mais laissons le processus atteindre son but d'abord. Si la CEI peut déterminer, après, non, les résultats ne sont pas bons, on va prolonger. Non, mais ce n'est pas une question de résultats. Vous ne pouvez pas promettre par la loi de faire un enrôlement chaque année et puis passer l'année dernière sous silence et venir là et dire, bon, pour les 2 années, vous n'avez finalement que 2 semaines. Alain, où est-ce que tu mets alors le dialogue politique où ces mêmes politiciens sont allés s'asseoir finalement, où on dit on doit faire ça chaque année, ils vont pas faire ensemble. Le dialogue politique a donné ses conclusions en février dernier. Donc on avait largement le temps, dans le semestre qui suivait, d'organiser l'enrôlement. Donc à un moment donné... Vous êtes d'accord tous les deux, mais je crois que l'une des raisons de la sortie de Mme Gbagbo, c'est surtout qu'elle invite la CEI à régler le problème de la transhumance, qui est un véritable problème. Mais ils ont répondu à ça pour dire que la transhumance, ce problème ne peut pas être réglé par la CEI seulement. Le problème, le message doit être au-delà de la CEI adressé aux hommes politiques qui sont les acteurs clés de cette situation. Et justement, même quand, factuellement, quand il y a eu le problème de Sia Salé, la CEI n'est pas restée muette. Elle s'est pas tirée dans le mutisme. Elle a fait une déclaration. Donc, Oui, mais elle a fait une déclaration autour quand même d'une disposition de la loi qu'elle-même elle a entretenue. Quand on dit celui qui vient nouvellement s'inscrire sur une liste électorale, il n'a pas besoin de produire des justificatifs, ça pose quand même un problème. Donc, il y a quand même un souci. Bon, les amis, en tout cas, quelqu'un aurait mis en bas de tout ça, c'est qu'elle est sûre, elle a dit. Voilà. Après, comment ça va être interprété, apprécié. Et peut-être qu'en cas de difficulté, on se souviendra justement de cette sortie de Mme Simone Gbagbo. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du Grand Talk parce qu'on a d'autres sujets à développer. C'est ça, le Grand Talk. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, vous avez choisi les meilleurs. Les meilleurs, c'est nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent hors de Côte d'Ivoire et qui nous regardent à travers nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, donc je pense qu'on aura le temps de lire certaines de vos réactions. Avec vous, Kevin, on va évoquer la question de la suspension de nos confrères de Radio France Internationale au Burkina Faso. C'est cela. Le gouvernement burkinabé accuse Radio France Internationale d'infuser des messages d'intimidation des chefs terroristes, messages pouvant pousser les volontaires pour la défense de la patrie, donc les VDP, qui sont des jeunes qui ont rejoint l'armée burkinabé et qui combattent aux côtés de l'armée burkinabé contre
les djihadistes, donc ces messages-là pourraient les pousser à se rétracter, à se débiner. Il faut savoir que 90 000 jeunes ont accepté de monter au front contre les djihadistes et les ondes de Radio France ont donc été arrêtées depuis bientôt 2 jours. Elles ont arrêté d'émettre sur tout le territoire. RFI de son côté dénonce une entrave à la liberté d'informer et d'y mettre tout en œuvre pour établir la diffusion de ces programmes au Burkina. Alors globalement, nos confrères de RFI passent une interview d'un chef terroriste qui affirme dézinguer, massacrer les villages qui sont défendus par les volontaires, les jeunes volontaires pour la patrie. Et le gouvernement de Burkina Faso estime que passer ce message-là, ça pourrait démotiver, effrayer, démotiver les volontaires. C'est ça. Mais Brice, les choses ne vont pas de là, en fait, puisqu'il y a 2 communiqués. Très bien. De l'État burkinabé. Le premier communiqué date du 2 novembre, où ils ont attiré l'attention de RFI et de Jeune Afrique sur le fait, dans leur article, ils disaient que la junte recrutait en majorité dans la communauté Mossi, pendant que les djihadistes recrutaient, eux, dans la communauté Peul. Bon, quand tu vois ces 2 connotations, du coup, ils ont attiré l'attention des médias pour dire non, ne faites pas ça parce que vous allez créer les germes d'un conflit interethnique. Ce n'est pas intéressant. C'est après ça qu'il y a eu le 2e communiqué encore qui est ressorti concernant une autre situation, une autre revue de presse. Et j'estime pour ma part que, pour moi, de façon éthique, et la jeune burkinabé l'a dit, de façon éthique et déontologique, la RFI n'a pas bien fait les choses. Parce que parler des communautés, même chez nous en Côte d'Ivoire ici, quand on veut parler de certaines choses, on évite de toucher aux communautés au nom des ethnies et autres, parce que ça peut créer des germes. C'est pas bon. Comme vous avez la parole, je vous pose une question. D'accord. Je veux comprendre, hein, comme nos téléspectateurs. La junte burkinabé, donc les autorités burkinabées se plaignent du traitement de l'information par RFI. Est-ce que la réponse à cette plainte, ou si vous voulez, l'action qui suit cette plainte, c'est la suspension systématique? Est-ce que l'on n'est pas en train de... Parce que le problème, c'est que ce qu'il est important de savoir dans cette situation, et je le dis clairement, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on ait une indignation à géométrie variable, comme pour certaines personnes. La France, qui aujourd'hui, RFI qui est de la France, a fermé chez elle Russia Today. Parce qu'elle estimait que Russia Today faisait de la désinformation. De la propagande. De la propagande. Mais quand on est dans une situation de guerre, dans un pays, avec un ennemi qui n'a pas de méthode, qui attaque à tout va, et que toi, RFI, journal, un média très important, tu estimes que tu peux sortir, mettre en exergue les propos menaçants et intimidants, comme tu le disais tout à l'heure, d'un djihadiste. Mais sincèrement, ça touche le moral. Aujourd'hui, le monde a évolué. La guerre ne se fait pas seulement sur le terrain, mais ça se fait aussi dans la tête. Élisée, donc, il faut mobiliser les troupes. La question que certains se posent, c'est pourquoi donner la parole, par exemple, à un djihadiste ? Quand on sait même que la France elle-même est en guerre contre le djihadisme, lorsque, au nom de la liberté d'expression, vous donnez la parole à quelqu'un... Non, Brice, ils n'ont pas donné la parole à un djihadiste. Le djihadiste s'est fondu d'un communiqué menaçant dans une vidéo, ils ont relayé. Comme des journalistes. Excusez-moi, ils ont fait leur travail. Ils ont relayé. Que fais-tu de la responsabilité? Daouda, vous ne parlez pas pendant... Bon, ok, il n'y a pas de problème. Désolé, Kevin. Allez-y, oui. Voilà, ils n'ont pas interviewé, ils n'ont pas pris rendez-vous avec ce chef terroriste-là pour lui donner la parole. Ils ont juste relayé, donc ils ont fait leur travail d'information. Point. Ouais, me concernant. Mais après, je peux donner mon avis. Hein. Travail d'information. Moi, pour moi, je ne suis pas... Mais après, pardon Alain, juste avant de prendre la parole, j'ai même envie de dire que ce fait-là n'est pas exclusif, n'est pas inédit. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, au Burkina, on sait même qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a eu des moments, RFI a subi le même sort. Bien sûr. Et puis, pourquoi est-ce toujours RFI qui est fermé? Pourtant, à Bamako, à Ouaga, à Abidjan, on a Deutsche Welle, on a Voice of America. On a la RNW. Voilà, etc. Et c'est toujours la même BBC. radio, parce qu'elle a des méthodes aussi, comme on dit, qui défient parfois la déontologie et l'éthique. Voilà. Est-ce qu'en France, on aurait permis qu'une chaîne de télévision comme BFM ou France 2 ou TF1 donne la parole aux frères Kouachi pendant les assauts que ces frères Bataclan, menaient, hein? Voilà, du Bataclan ou même quelques heures après. À un moment donné, quand même, il faut arrêter. Je dis, ce n'est pas parce qu'en Afrique, on est en Afrique, on fait n'importe quoi. Voilà, et moi, j'estime que RFI outrepasse régulièrement les lois de nos pays. Et c'est à juste titre que cette radio a été interdite au Mali. À l'époque, ici, sur ce plateau, je disais qu'on ne peut pas avoir 2 lois.
il y a une loi, une règle qui doit frapper les médias qui ne respectent pas la déontologie. Sur ce plateau, on en avait débattu et voilà que le Burkina aussi décide d'interdire cette station. Je pense que à partir de l'instant où ces journalistes se mettront à faire du vrai journalisme d'information, c'est-à-dire celle d'abord qui participe au développement et qui préserve la paix, alors les autorités seront peut-être plus respectées. Un journalisme même En même temps, quand on finit de dire tout ça, mon coup de gueule sur la question, c'est qu'aujourd'hui, on va traiter cette chaîne-là de chaîne partisane, de tout ce que vous voulez, mais malheureusement, c'est la première chaîne sur laquelle nos dirigeants courent pour aller faire des interventions. Oui, ce qui est déplorable. C'est déplorable. On le déplore parce qu'ici, on a promis, on promet des chaînes privées, on en a plus d'une centaine de radios proximité, plusieurs radios privées, commerciales, mais quand il y a les déclarations à faire, effectivement, on court chez RFI, qui n'a pas plus d'audience qu'une radio comme Al Bayan, qui est la radio leader en Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire preuve de justice en faisant le choix des médias nationaux. Et je pense que c'est une bonne décision au Burkina que d'interdire cette station. Je suis absolument pas d'accord. Enfin, moi, je pense que si le gouvernement burkinabé n'a pas suffisamment confiance au courage des jeunes volontaires, il ne faudrait pas qu'il impute cette responsabilité-là à RFI. Le point du gouvernement burkinabé, c'est de dire un chef terroriste a affirmé massacrer des villages défendus par nos jeunes volontaires, mais RFI ne devait pas donner l'information, sinon ces jeunes-là pourraient fuir. Mais au contraire, c'est une information qui doit être, à mon sens, mise à la connaissance de ces jeunes-là pour qu'ils se préparent. Et dans tous les cas, on les estampille de jeunes volontaires, mais pas de jeunes stupides. Ils savent pertinemment que les villages qu'ils défendent à corps et à cri seront foncièrement attaqués par des terroristes avides de sang. Donc, les villages sont les lieux qui sont les plus attaqués où sévissent le plus les djihadistes. Donc, on parle de quoi? Car, je termine, juste 40% de la population burkinabé écoute RFI. 70% des leaders d'opinion burkinabé écoutent RFI. Pour moi, c'est de la dictature informative. Il y a beaucoup de radios. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de radios burkinabé. J'aime les grands mots, Kevin. Non, c'est de la dictature. Non, c'est de la grandiloquence. Je tenais à te dire simplement. Moi, je te le dis. Tu as parlé, tu as fait ta logorée, je n'ai pas parlé. Je sais, mais tu me dis, tu sais, c'est respectueux. Je termine. Quand tu parlais, je t'ai écouté religieusement. Vas-y, termine. Voilà. Donc, on peut écouter RFI et écouter les autres. Et il ne faudrait pas penser que les Burkinabés sont débiles. C'est pas parce que, partons du principe même que c'est de la désinformation, comme vous dites. C'est pas parce que moi j'écoute de la désinformation que je vais tout de suite abdiquer et me dire oui, comme un béni, oui. Non! Il y en a qui ont une capacité justement de juger et d'analyser en fait. Kevin, j'ai bien noté, malheureusement, il ne faut pas sous-estimer, je pense aussi, le rôle des médias. Quand on sait par exemple qu'une radio comme Radio 1000 Collines aurait été... Je ne sous-estime pas, pour moi, RFI a fait son travail. Mais je partais de votre postulat. D'accord. Mais pour moi, ils ont fait leur travail. Maintenant, Daouda évoquait justement, non pas que le fait que vous évoquez, mais il y a aussi... Il y a aussi la question de la responsabilité en tant que journaliste. Est-ce que tu penses que ces journalistes qui ont dit ces propos, qui ont relayé ces propos, tu penses que s'ils étaient en France, ils allaient relayer ça? Si c'était la France qui était face à des situations comme ça, non, ils n'allaient pas le faire parce qu'ils sont soumis à des règles d'éthique et de déontologie. Ça, c'est du 1. Je vais te donner un exemple. Non, tu permets que je termine aussi. Merci. Bon, d'accord, ça tombe bien. Vous avez un exemple, Kevin? Mais s'il y a un exemple, ça m'intéresse. Oui, il y a eu des terroristes justement qui ont pris en otage des gens. Et les journalistes relayaient ce que les terroristes disaient pour justement poursuivre les négociations avec eux. BFM notamment. Oui, d'accord, mais est-ce que alors, le message dont on parle, est-ce que ce message a été authentifié? Parce que le média peut également bricoler ce message attribué à des terroristes. Donc, à un moment donné aussi, il faut qu'on cherche la source de l'information. Non, c'était des messages sonores, c'était des messages sonores. Non, mais même si... Non, mais bon, on va parler dans la science-fiction. On sait très bien. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc les journalistes sont aussi responsables si la loi et si la junte a saisi la justice ou l'a fait d'elle-même. En tout cas, c'est elle qui fait la loi en ce moment. Mais quand je dis nul n'est au-dessus de la loi, je me comprends. Ça veut dire il faut revoir le contexte. D'abord, RFI, c'est un média d'État. On est d'accord. Ce n'est pas une chaîne privée. Donc, le contexte entre la France et le Mali, entre la France et le Burkina Faso, même si je ne renie pas aux journalistes de RFI leur totale indépendance, peut jouer.
Vous savez très bien qu'avant que les journalistes ne prennent fait et cause ou ne prennent l'antenne ou ne viennent rapporter le fait journalistique, il y a aussi les contraintes de celui à qui appartient le média. Celui qui Mais finance. considérons qu'ils sont libres de leurs propos. Oui, si on en revient aux attentats qu'il y a eu un peu partout dans le monde, il y a quand même une certaine disposition que la police, que le GIGN, que tout le monde demande aux médias de prendre. Et si ce n'est pas fait, tenez-vous bien, il y a eu des commissions d'enquête et il y a certains journalistes qui ont été auditionnés, il y a leurs médias qui ont été auditionnés et il y a des sanctions qui ont été prises même en France. Et ici en Côte d'Ivoire, comme le disait notre ami Brice, RFI aussi a été suspendu. Espérons que ce ne soit pas définitivement. En tout cas, je crois que le dialogue n'est pas rompu entre les autorités burkinabées et les responsables de nos confrères de Radio France Internationale. Donc on va regarder le développement de cette actualité. Entre-temps, juste derrière une courte pause, mais vraiment juste derrière une courte pause, nous serons en compagnie de Madame Moraldo Kakotia Marie-Claire, elle est présidente fondatrice de l'ONG Les Orchidées Rouges. Ça sera juste après une très courte pause. Très. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, qui est bien silencieux le plateau pendant la pub parce que nos chroniqueurs sont en train de mûrir les réflexions pour les prochains sujets. Il n'y a aucun débat pendant la pub. Un jour, vous aurez la vérité sur cette question-là. Nous sommes en compagnie d'Élisée Boulougueux, Sa Majesté Daouda Koulibaly, Pascal, Kevin et Alain sont à mes côtés. Eh bien, ils se joignent à moi pour recevoir avec beaucoup de plaisir Madame Moraldo. Eh bien, Kakotia, je prononce bien, Marie-Claire, je prononce bien. Bravo. Merci. Vous êtes présidente fondatrice de l'ONG Les Orchidées Rouges. On présente pour nos téléspectateurs l'ONG Orchidées Rouges. Pourquoi Orchidées Rouges? Ah, pourquoi les Orchidées Rouges? Eh bien, j'ai créé les Orchidées Rouges au départ en France en mars 2017, suite à ma reconstruction, parce que j'ai été victime d'excision à l'âge de 9 ans. Et puis, quand je me suis reconstruite, je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je crée une structure pour militer pour l'éradication de ces violences et toutes les violences faites aux femmes et aux filles. Et aussi que je propose des solutions de reconstruction aux survivantes, leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, elles peuvent s'en sortir. C'est comme ça que les Orchidées Rouges sont nées. Et pourquoi le nom? Parce que tout simplement, on excise les filles pour contrôler leur sexualité. Et l'orchidée symbolise la passion et le désir ardent de faire l'amour. Donc, c'est dire que les femmes ont le droit d'avoir du désir et du plaisir sexuellement. Et ce n'est pas tout, c'est que la fleur de l'orchidée, c'est une fleur résiliente. Et comme la résilience est au cœur de mon projet, eh bien, je ne pouvais qu'appeler cette structure les Orchidées Rouges. Vous la créez en France, la structure. Et à quel moment vous l'implantez en Afrique, en Côte d'Ivoire? Alors, donc, je la crée en France. Elle se développe très rapidement. Et en plus des actions d'information et de sensibilisation, je crée en septembre 2020 en France le premier institut médico-psychosocial spécialisé dans l'accompagnement global des femmes et des filles qui ont subi des mutilations et d'autres types de violences. Et suite aux résultats concrets sur le terrain du bien-être que ça apportait aux femmes, eh bien, pour moi, ça allait de soi que je crée une antenne en Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, et tous les projets que j'ai montés, j'ai toujours créé ce pont entre la France et la Côte d'Ivoire pour apporter aussi ma contribution dans la promotion des droits des femmes et aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai créé l'année dernière, en septembre 2021, le premier centre de Côte d'Ivoire spécialisé dans l'accompagnement holistique et gratuit des femmes et des filles qui sont menacées ou victimes de VBG, parmi lesquelles se trouvent les mutilations sexuelles, les mariages précoces, les mariages forcés, les viols, les violences conjugales. Et elles sont vraiment accompagnées de bout en bout, en tenant compte de tous les aspects de leur vie, afin qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et leur sexualité et développer leur pouvoir d'agir. Donc en renforçant l'estime de soi, parce qu'on entend souvent « je ne m'aime pas, j'aime pas mon corps, je ne suis pas une vraie femme ». Donc c'est tout un travail à faire pour que les femmes créent un lien bienveillant avec l'image qu'elles se renvoient à elles-mêmes, avec leur corps aussi, et ensuite l'insertion socio-professionnelle, parce que si on ne va pas jusqu'au bout du processus, on tourne en rond. Et le but, c'est vraiment d'éviter qu'elles retournent dans le carcan des violences dans lequel elles sont depuis leur plus tendre enfance et aller jusqu'à la libération. Et comme j'ai dit souvent, au-delà de réparer des blessures, c'est vraiment la libération des femmes qu'on recherche. Très bien. Vous avez c'est juste pas pour la beauté du geste que vous implantez votre structure en Côte d'Ivoire. Vous êtes parti aussi sur des constats, sur des chiffres, sur un état des lieux. Oui. C'est lequel? Alors, c'est dramatique. Sachez que selon l'UNICEF, 38% des femmes en Côte d'Ivoire ont subi
une mutilation sexuelle 38%. féminine. 38%, et c'est toujours d'actualité, y compris à Abidjan. J'insiste là-dessus parce que les gens ont tendance à croire que c'est au village. Eh bien non. Nous, on est contactés par des jeunes filles qui aujourd'hui, à Abidjan, sont menacées d'excision ou de mariage forcé. Et c'est pareil, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plus de 70% des femmes ont subi des violences conjugales. Et en 2020, il y a eu 416 cas de féminicide, donc des femmes qui sont décédées sous le coup d'un mari ou d'un ex-mari ou d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. C'est toujours d'actualité. Pareil, en 2020, il y a eu 822 cas de viol et il s'agit des cas déclarés. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des cas qui ne sont pas déclarés. On sait que la parole des femmes n'est pas libérée parce que la société ne favorise pas justement le fait qu'on puisse mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Et dans notre travail, le but, c'est ça aussi, la libération de la parole des femmes, parce que cela va permettre qu'elles puissent accéder à la justice et aussi aux soins. Parce que quand on commence à parler, c'est là que la réparation démarre. Donc ça fait partie aussi du cœur de notre travail. Ok, merci beaucoup madame pour ces chiffres. Je pense que vous avez donné des chiffres qui sont basés sur ceux de l'UNICEF. Mais vous, en tant qu'ONG en Côte d'Ivoire ici, concrètement, puisque vous recevez des gens, est-ce que vous avez fait un tour de certaines régions de la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'on sent dans ces régions réellement, les résultats de ces régions-là? Alors, concernant votre ONG, en fait, les chiffres de votre ONG. D'accord. Donc, il faut savoir qu'une étude, ça ne se fait pas comme ça déjà. Il faut, voilà, il faut des équipes, des statisticiens, des moyens aussi. Vous allez vérifier et certifier. Voilà. Donc, au niveau de l'excision, ce sont les chiffres de l'UNICEF, en collaboration, bien sûr, avec l'État ivoirien. Il faut savoir qu'il y a des pays où l'excision existe, on n'a pas de chiffres parce que les États n'ont pas collaboré. C'est le cas de la Colombie, du Venezuela ou du Pérou, par exemple. Voilà. La Côte d'Ivoire et beaucoup d'Afrique ont collaboré. Il y a des chiffres concrets. Après, les chiffres que j'ai donnés sur les viols, ça, ce sont des chiffres de l'État ivoirien, par contre. Ce n'est pas l'UNICEF. Et nous, notre ONG, sur le terrain, c'est clair qu'on constate que les violences, ce ne sont pas des légendes, ça existe réellement. Après, nous, on est là depuis 1 an et on n'a pas encore les moyens de faire des statistiques au niveau national. Ça demande des moyens colossaux. Donc, si je peux profiter de votre question pour demander le soutien des institutions, ça serait super. Nous, on veut bien réactualiser tous ces chiffres pour qu'on ait vraiment des éléments, on va dire, sur un délai assez court aussi. Je crois que le message est passé, entendu. Oui, je rebondis parce que c'était une partie de ma question sur la source des chiffres, parce que moi aussi, ça me dérange quand les gens viennent et puis ils donnent des chiffres de l'UNICEF, de la FAO, alors c'est vrai que l'État peut, par subjectivité, donner d'autres chiffres, mais on est bien d'accord que c'est souvent en collaboration avec les États qu'on a ces chiffres-là. Un fait d'actualité qui peut-être vous a concerné aussi, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il y avait un lien, c'est qu'en novembre dernier, on a un bateau, l'Océan Viking, qui a accosté 234 migrants. Et parmi ces migrants, j'avoue que je haletais, je me disais, j'espère qu'il n'y a pas d'Ivoiriens. Et puis, patatras, il y en a. Et dans le reportage que j'ai suivi, les migrants ivoiriens qui ont été comptabilisés ont donné pour raison, en tout cas c'est ce que le média disait, qu'ils sont partis de Côte d'Ivoire, donc ils ont traversé le désert, ils sont allés en Libye, ils ont subi tout ce qu'ils devaient subir, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont argué les violences sexuelles, les mutilations notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, excellente question. Figurez-vous qu'aujourd'hui à Bordeaux, on accompagne 350 femmes et filles, et l'un des pays les plus représentés, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a la Guinée aussi. Et parmi les 350 femmes qu'on accompagne, 36% sont des Ivoiriennes. Et même moi qui suis ivoirienne, j'étais surprise de savoir qu'il y avait autant de violences qui faisaient partir les femmes de la Côte d'Ivoire. Et on travaille en partenariat avec l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Et j'ai été surprise aussi d'entendre que dans les tendances actuelles des demandes d'asile en France, le deuxième pays qui vient après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Femmes comme hommes en plus. Et les femmes qui viennent souvent, il y a beaucoup de cas de VBG. Il y a le fait de vouloir protéger leurs filles de l'excision parce que soit la famille ou la belle famille veut exciser à tout prix les petites filles. Il y a aussi, parfois, après le mariage,
le mari qui découvre qu'elles ne sont pas excisées, qui veut les exciser. Il y a aussi beaucoup de menaces de mariage forcé, en fait. C'est ça vraiment qui les fait partir et c'est dramatique. Nous, on a envie de faire du plaidoyer là-dessus parce qu'il faut savoir que le parcours migratoire est chaotique. Ces femmes, elles ont été violées dans des pays comme la Libye, elles ont été réduites en esclaves domestiques, en esclaves sexuels et ce n'est pas tout. Ok, il y a beaucoup de choses à dire sur les questions. On va revenir à ce que fait votre ONG. On a parlé donc d'un accompagnement global, chirurgie réparatrice, suivi psychologique, l'ensemble des actions que vous menez et surtout, malheureusement, comme nous sommes un peu en fin d'entretien, comment les femmes aujourd'hui qui nous regardent peuvent rentrer en contact avec votre ONG? Alors, nous, on encourage vraiment les femmes à rentrer en contact avec nous. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. La page s'appelle Les Orchidées Rouges Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui leur répond en direct anonymement ou comme elles veulent. Pour les rassurer, elles peuvent venir nous voir, c'est anonyme. Elles peuvent nous contacter aussi. Voilà, pour libérer la parole, il y a des groupes de parole qu'on organise aussi. Elles rencontrent d'autres femmes qui ont subi la même chose. Ça crée l'authenticité. Elles peuvent parler sans être jugées. L'accompagnement qu'on propose, il est totalement gratuit. Elles peuvent être accompagnées par des psychologues, par des sexologues, des assistantes sociales, des médecins. Voilà, donc elles n'hésitent pas à venir, ne serait-ce que pour voir le cadre bienveillant qu'on a créé à Cocody Cité des Arts en face de l'école maternelle. Et elles verront que c'est un vrai cocon, une vraie maison pour accueillir les femmes, les rassurer et vraiment co-construire un parcours avec elles, respecter aussi leur rythme, ça c'est hyper important. Et il y a autant de parcours que de femmes parce que c'est vraiment personnalisé. Et je répète encore une fois, on est là pour les soutenir, qu'elles n'hésitent pas. Et c'est pour vraiment leur permettre de prendre le lead sur leur existence et être heureuses, améliorer leur santé psychique, leur santé physique et leur santé sociale. Aujourd'hui, vous êtes directrice fondatrice de l'ONG et vous-même, malheureusement, êtes passée par cette étape-là. On vous voit aujourd'hui épanouie, sûre de vous, pour dire que c'est une étape malheureuse, mais ce n'est pas une fatalité et qu'on arrive à être au-dessus. Bravo, c'est bien résumé, c'est vraiment ça. Pardon ? Je disais, c'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Et il a compris la vision de l'ONG. Et on dit, nous, on vous croit à toutes ces femmes-là. C'est ça, on vous croit. Donc, n'hésitez pas, nous, on vous croit. Très bien. Et on est là pour vous soutenir. Merci beaucoup. On rappelle l'adresse de la Fondation 3W. Orchidées Rouges Côte d'Ivoire. L'adresse, donc... les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Facebook, Les Orchidées Rouges Côte d'Ivoire. Et puis, le site internet, c'est www.lesorchidesrouges.org, ORG à la fin. Et puis, il ne faut pas hésiter par mail, c'est contactci@lesorchidesrouges.org. Très bien. Voilà, merci. Coup de cœur. Gros coup de cœur. Voilà. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Même Alain qui d'habitude n'a pas de coup de cœur et un coup de cœur. Ouais. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Bon, Sharon Camara nous attend depuis quelques minutes pour le JT. On lui cède l'antenne et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre grand talk en compagnie de monsieur Amani Stan Évariste. Il est vice-président du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas l'air contents et ils nous diront pourquoi. Retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT. Demain, 19h45, on retrouvera Sharon Camara. Et à 12h45 minutes, c'est monsieur Jean-Marc Sekas. Ça me fait un plaisir comme ça de rappeler les rendez-vous JT qui sont des rendez-vous importants sur notre chaîne, Live TV, la télé sans filtre. Retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Boloubeu, en compagnie de Sa Majesté Daouda, en compagnie de Pascal en rouge, en compagnie de Kevin Aubin et de monsieur Alain Toussaint. Pas loin du Marines quand même dans la tenue, là. J'ai vu le truc, Alain. Ouais. Bon, après, c'est tout ça qui déclenche autant d'hystérie du côté de vos fans. Du côté de vos fans. Bon, F-A-N ou bien fan de... Comment vous écrivez ça différemment? Oui. Non, je demande F-A-N ou bien F-A-N-E. A été à la fin. Bon, les amis, on va évoquer, juste avant de recevoir notre invité de ce soir, la question des 46 soldats. On en parlait et on en parle régulièrement sur ce plateau. Développement dans l'actualité des 46 soldats, le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est achevé hier et l'organisation demande la libération, j'insiste bien, la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Et dans la foulée, donc, l'institution annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel. Bon, ce qui nous intéresse directement, là, tout de suite, là, comme ça, c'est l'ultimatum de la CEDEAO pour la libération des 46 avant le 1er janvier. Question sur le plateau. Pensez-vous que cet ultimatum fait peur aux autorités maliennes?
quel est l'impact de cet ultimatum? Quel sera l'impact de cet ultimatum sur la flexibilité ou pas des autorités maliennes? Moi, j'aimerais, avant d'en arriver à la réponse, me dire, mais pourquoi le 1er janvier? Pourquoi pas le 15 décembre? Pourquoi pas le 31 décembre à minuit? Pourquoi le 1er janvier? Parce qu'il est passé assez de temps. Hein. Ils ont, jusqu'à la lie, épuisé les recours, les appels, les médiations. Si le Mali ne les libère pas le 1er janvier ou avant le 1er janvier, what else? C'est ça la vraie Traduisez, question. qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Après, on en parlera, next step. Mais avant déjà, avez-vous l'impression que... Parce que le danger, pour terminer, le danger avec un ultimatum, c'est que vous engagez votre crédibilité quand il n'est pas respecté. Et si vous donnez un ultimatum, c'est que vous avez prévu un certain nombre de dispositifs au-delà des habituelles sanctions pour que cet ultimatum soit respecté. Parce que les sanctions vont peut-être être corsées, et je pense que les chefs d'État l'ont prévu, mais plus vous les corserez, plus le Mali peut-être durcira ses positions. Alors, quelle action concrète de libération? Un assaut? Très bien. Alors, Daouda, les autorités, le membre de la CEDEAO tapent du poing sur la table depuis un moment. Je crois qu'ils vont finir par casser la table. Non, je pense que si les autorités maliennes, la CEDEAO tape du poing sur la table, je pense que c'est de bonne guerre parce qu'ils ont pratiquement épuisé, comme Pascal le disait, tous les points de négociation. Et je pense que si, pour ma part, elle a demandé qu'est-ce qui va se passer après, sûrement qu'après le 1er janvier, sûrement que les sanctions vont commencer à tomber. Et quand les sanctions tombent, ce n'est pas forcément la gente qui va en souffrir, mais c'est la population. Je pense que c'est une manière, pour moi, c'est mon analyse, c'est une manière pour la CEDEAO de forcer la population malienne à faire pression sur la gente pour libérer les soldats. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après tout ce qui s'est passé, après qu'on t'ait expliqué que non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est des gens qui étaient dans un mouvement de soutien pour on a bien compris, la sécurité pour le Mali. Oui. Donc, sincèrement, le secrétaire général de l'ONU a même dit la même chose. On ne sait même plus dans quelle langue il faut parler à la gente pour qu'elle puisse comprendre une bonne fois pour toutes. Élisée, je parlais de l'impact, et c'était la question. Est-ce que vous avez l'impression que cette déclaration, cet ultimatum de la CEDEAO pourrait durcir les positions de la junte ou bien faire trembler la junte? Non, moi je pense que l'objectif de la CEDEAO, moi je pense en prenant cette décision-là, ce n'est pas forcément d'attendre du régime de Bamako qu'il se durcisse. Je ne pense pas que ce soit ça l'objectif. Et puis, avant même que la CEDEAO ne se réunisse pour ce sommet-là, déjà en fin de semaine dernière, je crois jeudi ou vendredi, le médiateur de la CEDEAO, effectivement, pour le Mali, était l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, était en mission au Mali, il a séjourné pendant 24 heures au Mali. C'était justement dans le cadre, en tout cas, de trouver des négociations. Je crois, pour ma part, que... et peut-être que l'ultimatum vient en conséquence à un échec, peut-être? Non, bon, peut-être, ça peut être possible, mais je crois qu'aujourd'hui, pour observer déjà la réaction avec les communiqués de la junte malienne comparée à des mois en arrière, la réaction de la junte malienne, je pense qu'aujourd'hui, les autorités, ça c'est ma lecture, comme je le dis, les autorités maliennes sont moins rigides que par le passé. Je crois qu'elles sont plus enclines à aller, ça c'est ce que je pense, à aller vraiment à un dénouement de la situation qu'on vit. C'est vrai, menacer, dire que si le 1er janvier, rien n'est fait, je crois que c'est une manière aussi pour la CEDEAO de monter un peu les enchères. Parce que je crois justement, moi je pense que c'est là que je note une petite contradiction. Pour dire, si les gens sont de plus en plus disposés, je ne comprends pas qu'on vienne avec un ultimatum. Avec un ultimatum parce que de ce que vous dites, Brice, s'ils sont de plus en plus disposés, donnez-moi une petite minute, ça veut dire qu'on aurait dû repartir dans les négociations secrètes, ne pas faire ces effets d'annonce et donc apprendre que les 46 soldats sont libérés. Parce que s'ils ont adouci leur position, à ce moment-là, on ne fait plus d'annonce, on continue les négociations. Et la CEDEAO a moult fois fait des négociations. Merci, parce que je parlais de durcir la position, parce que
la junte malienne, depuis longtemps, est en train de démontrer qu'elle n'a d'ordre à recevoir de personne. Et là encore, en négociation, on aurait pu avoir l'impression que la CEDEAO ou les États ou la Côte d'Ivoire a donné quelque chose pour obtenir cela. Alors que quand on part sur un ultimatum, ça serait tout ça pour ça, finalement. Donc, je crains, moi, que cette position-là de la CEDEAO ne fasse durcir les positions de la junte, Alain. Non, je ne pense Je pas signalais que je n'avais pas fini, mais bon, allons-y. Bon, Allez-y, terminé. D'accord, donc comme je disais, pour moi, il n'y a aucune contradiction. Franchement, il n'y a aucune contradiction. C'est pourquoi je dis que ne voyons pas dans le fait que la CEDEAO demande à la junte malienne de libérer les soldats avant le 1er janvier, le fait que, et derrière brandit éventuellement la menace des sanctions, le fait que la junte forcément veut se braquer et autres, je ne veux pas trop qu'on voie la lecture dans ce sens-là. Moi, je pense, et ça c'est mon intime conviction, que la CEDEAO est à travers ce communiqué en train de dire que ce qui était faisable, acceptable, je pense l'a été fait dans les 5 derniers mois. On croit honnêtement que si on a affaire à des personnes qui sont raisonnables, ils doivent pouvoir laisser les soldats maintenant. Je pense que pour moi, c'est la lecture que je fais en fait. Mais ce n'est pas juste de dire. Est-ce que le mot qui va avec ultimatum, c'est même pas exiger, c'est au lieu de demander? Kevin, je vous écoute sur la question. Enfin, moi, je pense que j'ai même envie de vous dire que pour moi, cet ultimatum-là fait même partie des négociations, tant les négociations ont duré, perduré. Pour revenir à la date du 1er janvier, vu que tu te posais la question, je pense que c'est une date qui est assez symbolique. C'est la nouvelle année. Je pense que c'est surtout pour les familles de ces personnes qui sont en captivité depuis quelques mois maintenant au Mali. Mais souvenez-vous, je veux dire, les négociations peuvent durer des années. Rappelez-vous l'affaire de Sophie Petronin, qui était une femme d'origine, qui est une femme, vu qu'elle est encore en vie, d'origine et de nationalité française. Après, elle était capturée par des djihadistes et non par un gouvernement malien, tant bien même qu'il s'agit d'une junte. Bah oui. Mais voilà quoi, je pense que la date est assez Après, la symbolique. date, il y a un mot qui est important dans la date, c'est avant. Donc ça peut dire que ça peut intervenir aujourd'hui, demain, mais pas Ça doit intervenir en tout cas avant Sophie le Petronin a été capturée pendant 4 ans avant voilà. d'être libérée. Très bien. Ou alors il y a un agenda. Alain, je ne vous ai pas entendu sur la question. Non, moi je pense que la porte aux discussions reste toujours ouverte. C'est ça. Je crois que le ministre de la Défense devait se rendre à Bamako il y a quelques jours et ça a été reporté. Donc, je crains Après le sommet. Oui, c'est ça, après le sommet. Après le sommet. Et bon, l'appel à la libération, je pense que c'est une déclaration de principe à la fin d'un sommet quand même qui a été consacré à la Guinée, au Mali, au Burkina. Donc, la CEDEAO manifeste sa solidarité. Alors, il y a l'appel à la libération, ça a déjà été fait à d'autres sommets, mais appel à la libération, plus un ultimatum avec une date. Non, je crois qu'on a je ne franchi vois pas l'ultimatum. Je pense que c'est rappeler aux autorités maliennes qu'elles doivent veiller à libérer ces soldats dans l'intérêt même de notre organisation sous-régionale. Et surtout la cohésion. Que serait le Mali sans la CEDEAO et même la Côte d'Ivoire? Vice-versa. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est ce pays, le Mali, qui sert un peu de zone tampon entre les djihadistes et nous. Donc, quelque part, nous avons intérêt à ce que les relations soient les meilleures entre nos gouvernements respectifs. Donc, moi, je ne vois pas de menace ou d'ultimatum. Je pense que c'est une invitation insistante à libérer. Ça, c'est très bien dit. Voilà, justement, ces militaires-là. Une invitation insistante. Très bien. Une chose est sûre, avant le 1er janvier, donc nous sommes aujourd'hui à J-. À J-. Nous sommes le 5 aujourd'hui, le 5 décembre. 25 jours. 25, 26. Vous faites le compte à rebours pour nous? Très très bien. Mais bon, on espère qu'avant ça, nos soldats pourront regagner la terre natale de Côte d'Ivoire. En tout cas, nos pensées pour eux et pour leur famille. Bon, les amis, sur notre plateau, nous a rejoint Monsieur Amani Stan Évariste. Vous êtes vice-présidente du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci d'être ce soir sur notre plateau. Alors, avec vous, on évoque la condition de vie des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Petit travail de pédagogie. Qu'est-ce qu'un député suppléant? Pour qu'on évoque après vos conditions. Bien, merci beaucoup. Il faut le dire, le député suppléant est un élu de la nation. Il est élu en même temps que le député titulaire. Ils produisent les mêmes dossiers. Ils font campagne ensemble. Ils ont gagné l'élection législative ensemble.
Et au final, le député titulaire est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas pour le député suppléant. Ça fait combien de temps que c'est ici comme ça? Or, depuis toujours, la loi sur la suppléance a été prise en Côte d'Ivoire en 2004, en septembre 2004, et elle a été mise en œuvre pour la première fois en décembre 2011. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous plaignez aujourd'hui? Que vous dénoncez en tout cas un certain nombre de conditions? Oh, ce n'est pas aujourd'hui que nous nous plaignons. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2011. Nos dévanciers, depuis 2011, n'ont cessé de décrire cet état de fait. Alors nous, à la suite, nous venons demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire maintenant sa part, parce que cette situation n'a que trop duré. L'État de Côte d'Ivoire répond, quelle est cette part? Et qu'est-ce que vous demandez déjà et que répond l'État? Oui, ce que nous demandons, c'est un cadre juridique et un statut. Parce que le député suppléant en Côte d'Ivoire est le seul élu à ne pas avoir de statut. Mais c'est d'autant plus surprenant qu'en réalité, c'est vrai, les projets de loi soit viennent du gouvernement, mais peuvent être également initiés par les députés. Mais pourquoi depuis, il n'y a pas eu de projet de loi, comment on appelle ça, initié par les députés suppléants ou bien par vos colistiers pour permettre de vous donner un statut normal, un statut que vous réclamez en fait? Oui. Voyez-vous, les députés titulaires, eux, ils font des propositions de loi. Les projets de loi, ça, c'est à l'initiative du gouvernement. Oui, les propositions de loi, oui, c'est ça. Oui, mais certains en ont fait. Malheureusement, nous pensons que ces propositions-là n'ont pas été bien ficelées. Parce qu'il y a une disposition dans la loi ivoirienne qui dit que toute proposition de loi, donc qui émane de l'Assemblée nationale, ne doit pas faire supporter des coûts financiers à l'État. Alors, lorsque c'est un projet de loi, en ce moment, cela passe. De façon très concrète, M. Amani, est-ce qu'on peut imaginer que, on a l'impression que soit vos députés titulaires ne veulent pas, eux, que vous ayez un statut, ou c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui ne veut pas que vous ayez un statut? Concrètement, dites-moi. Je voudrais m'appuyer sur deux éléments. Okay. Le premier, c'est la résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était en juillet 2000 à Yaoundé. L'Assemblée parlementaire de la francophonie avait demandé à tous les États membres donc, de cette association de doter les élus suppléants d'un cadre juridique et de leur accorder un statut. Premier élément. Deuxième élément, en décembre 2021, lors du dialogue politique national, tous les participants, et je vous dis bien tous les participants, unanimement avaient convenu que les députés suppléants soient dotés d'un statut. Alors, nous ne comprenons pas que jusqu'à ce jour, cela ne soit pas fait. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Est-ce que ce sont les titulaires ou parce que vous avez parlé de la question budgétaire, je ne pense pas que ce soit ça le problème essentiel. Est-ce que vous estimez que les députés titulaires prennent vraiment ce dossier pour le leur et qu'ils le défendent? Est-ce qu'ils ont intérêt, eux, à ce que vous ayez un statut? Oui, bien sûr, et c'est tout à leur avantage et à leur honneur. Oui. Oh, mais je pense, je ne voudrais pas rentrer dans l'esprit des uns et des autres, mais je pense que pour régler véritablement le problème de la suppléance, il faut que l'exécutif prenne la décision qu'il faut. Mais pourquoi est-ce que cette initiative doit faire la ne démarche serait pas auprès de l'exécutif, celle des députés eux-mêmes? Oui, mais nous, les députés suppléants eux-mêmes peuvent faire la démarche. C'est ce que nous faisons depuis toujours. Ah oui, c'est ce que nous faisons depuis toujours. Et l'exécutif a répondu quoi quand vous avez fait cette démarche auprès de l'exécutif? Oui, mais je vous rappelle, je viens de le dire tout à l'heure, que lors du dialogue politique qui s'est tenu en décembre 2021, tous les acteurs, partis politiques, sociétés civiles, ONG, ont marqué leur accord pour que la situation des députés suppléants soit résolue. C'était le 7e point à l'ordre du jour donc de ces concertations. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est un mot du chef de l'État? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit? Le dossier a été confié au ministre de l'Intérieur, très bien, qui est le dépositaire des recommandations du dialogue politique national. Alors aujourd'hui, quelle est la nature de vos relations avec les députés titulaires? C'est-à-dire, par exemple, moi je suis votre suppléant. Quel est le type de rapport d'abord politique et financier que nous pouvons entretenir? Et hiérarchique. Est-ce que, voilà, hiérarchie, est-ce que les suppléants vivent aux dépens
des titulaires, est-ce que ceux-ci n'ont pas intérêt à maintenir ce lien quand même, une forme de subordination de nature économique qui fait que le problème ne peut pas être résolu? Oh non, moi je ne Et puis vois même pas... une guerre de leadership aussi, si on vous donne un statut, peut-être que vous allez partir à la conquête des territoires. Peut-être que c'est possible. Non, mais c'est ça la réalité. Non, peut-être que c'est possible, mais je ne le dirai pas ainsi. Mais vous le pensez. Oh non, vous le pensez, je comprends que... Bon, après, on va pas Et faire ce une n'est guerre pas de faux. pensée sur le Et ce n'est plateau. pas faux. J'ai une autre question. Monsieur Armani, moi, Oui. ce que j'aimerais savoir, le rôle du suppléant, pour ce qui concerne certains pays, comme la France, la Suisse et autres, c'est un rôle de bénévole, en fait, Oui. de base. Donc, quand on parle de bénévolat, je pense que il n'y a pas d'argent dedans. Mais ils ont un statut. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ici, je pense qu'on parle de statut. Est-ce que ce n'est pas parce que, comme Alain le disait, vous attendez une rétribution financière derrière? Oh Le non, statut ça d'argent. je le dis toujours. Les députés suppléants ne luttent pas pour obtenir de l'argent. Ils luttent pour obtenir un cadre juridique Et des droits. et un statut. Voyez-vous, mais vous avez donné des exemples en France. Oh, je ne vais pas peut-être prendre le modèle français, mais nous sommes en plein en Afrique. Et dans le statut, les cas que vous avez cités, mais les députés suppléants en Europe, ils ont un statut. Ils ont des avantages. C'est ça. Je l'ai dit et la dernière fois sur un plateau, mais nous n'avons aucune reconnaissance officielle. C'est là le problème. Très bien. Très bien. Donc- Et donc- des donc vous actions continuez- sont menées, donc vous avez parlé de dialogue politique, vous avez parlé de vos contacts avec vos titulaires et votre ministre de tutelle, certainement. Un petit appel, parce que nous sommes... Et vous n'êtes pas venu tout seul ce soir. Venez, vous êtes accompagné de vos camarades pour dire que la lutte n'est pas isolée. On va Tout à fait. exceptionnellement permettre à vos camarades d'être juste à côté de vous pendant que vous lancez cet appel-là en fin d'émission. Voilà, venez. Brice, le temps qu'ils arrivent, moi, je me mets dans la tête du téléspectateur et on se dit, si justement vous n'avez pas de statut Avancez. juridique, vous n'avez pas de rétribution, pourquoi vous continuez justement à être député suppléant? Oui, mais c'est la loi en Côte d'Ivoire qui l'impose. La loi en Côte d'Ivoire impose une double candidature aux élections législatives. Non, je sais, je veux dire à titre personnel, vous-même, pourquoi vous dites, bon, Pourquoi vous ils ne vous dites n'abandonnent pas, pas? Vous leur demandez je pourquoi je ils lâche n'abandonnent pas. l'affaire, Oh, je suis sur ce plateau au nom de l'ensemble des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne connais pas les motivations des uns et des autres. Mais voilà, donc là, Mais toujours on a est-il- une bonne partie avec vous. Voilà, toujours est-il que nous avons donc les mêmes besoins. Nous constatons que nous n'avons pas de statut et cela n'est pas normal. C'est cela notre combat. Très bien. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire se penche sur la situation des députés suppléants. Très bien. Il n'est pas normal qu'après le sommet de l'Assemblée générale de la francophonie, il n'est pas normal qu'après le dialogue politique national qui avait à son ordre du jour au point 7 la situation des députés suppléants, des résolutions, des recommandations ont été prises et jusqu'à ce jour, rien n'est fait. très bien. Très bien. Merci beaucoup, hein, monsieur Amani Stanévari. Vous êtes Je vous en vice-président prie. du Conseil des députés suppléants. Merci à vos camarades d'avoir été sur notre plateau. Nous, on vous dit merci d'être passé. Merci à vous, téléspectateurs. Rejoignez-vous concernant le Grand Talk. C'est demain. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. On aura d'autres occasions. Je vous promets qu'on aura d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau où on vous offrira d'autres lucarnes pour pouvoir un peu plus développer votre situation. Sans Merci langue de déjà. bois. Merci beaucoup. Voilà, Je vous en sans prie. langue de bois. À demain. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.